Référentiel de psychiatrie et addictologie, item 59, connaître les bases des classifications des troubles mentaux de l'enfant à la personne âgée. Grand 1, de la sémiologie aux troubles. Grand 2, nosographie psychiatrique. Grand 3, notion d'épidémiologie. Les points clés. Les maladies sont organisées par la classification internationale des maladies, actuellement dans sa version 10, entre parenthèses CIM-10. Cette classification est définie par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et s'applique en psychiatrie comme dans le reste de la médecine. Un système de classification spécifique des troubles mentaux a été défini par l'Association américaine de psychiatrie. Il s'agit du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, actuellement dans sa version 5, traduit en français. C'est le DSM-5. Le DSM-5 est plus utilisé que la CIM-10 pour les recherches cliniques en psychiatrie. Il tend à faire référence en pratique clinique courante. Également bien que la CIM-10 reste la référence en France pour la cotation des actes dans les hôpitaux. Déjà, ils n'écrivent pas français. Alors, grand 1 de la sémiologie aux troubles. 1.1, les signes et les symptômes cliniques psychiatriques. 2.1, rappel. 1.1.1, définition. Un signe est une observation clinique objective, par exemple le ralentissement psychomoteur. Un symptôme est une expérience subjective décrite par le patient, par exemple l'humeur dépressive. Un syndrome est un ensemble de signes et symptômes formant un ensemble reconnaissable. Le recueil de la sémiologie psychiatrique implique 2 points. Une attention au contenu de l'entretien, mais également à son déroulement et à son contexte familial et social. Par exemple, le clinicien doit tenir compte du degré d'anxiété du sujet au cours de l'entretien, d'éventuelles difficultés de communication et de facteurs socioculturels susceptibles d'influencer l'expression ou le vécu des troubles. Par exemple, crainte d'une stigmatisation sociale, interprétation subjective et culturelle des symptômes. 1.1.2. Les domaines de l'examen clinique psychiatrique. L'examen psychiatrique est essentiellement clinique. L'analyse sémiologique en psychiatrie consiste à explorer 8 domaines de l'expérience vécue et des conduites du patient. L'évolution de la symptomatologie dans le temps est également importante à explorer. Nous allons rappeler brièvement l'organisation et les termes sémiologiques importants en psychiatrie, qui seront ensuite approfondis dans chaque item de troubles psychiatriques spécifiques. 1.1.2.1 La présentation. Parmi la présentation et le contact, il faut notamment analyser l'apparence, avec l'allure qui peut être extravagante ou bizarre, l'hygiène corporelle qui peut être révélatrice d'une incurie, entre parenthèses avec indifférence et manque de soins, la mimique qui peut être hypermimique, c'est-à-dire une mimique exagérée, hypomimique, c'est-à-dire une mimique diminuée, voire amimique, disparition de toute mimique. Dysmimique, c'est-à-dire en désaccord avec le contenu psychoaffectif, entre parenthèses, comme les sourires immotivés ou non adaptés, les paramimies ou les écomimies. Après la mimique, les activités psychomotrices qui peuvent être excessives, accélération psychomotrice, instabilité psychomotrice, hyperkinésie, tachykinésie, akathisie, voire agitation. Et ces activités psychomotrices, donc après le côté excessif, il y a le côté diminué. Elles peuvent être diminuées, ces activités psychomotrices, avec ralentissement psychomoteur et bradykinésie, voire catatonie avec catalepsie et négativisme. Et enfin, ces activités psychomotrices, elles peuvent être inadaptées, avec des bizarreries, des parakinésies, de l'écopraxie, de l'écokinésie, du maniérisme, des attitudes empruntées ou des stéréotypies.
1.1.2.2 Le langage et la pensée. Le discours est l'association du langage et de la pensée. Le discours peut être analysé selon sa dynamique, sa forme et son contenu. La dynamique du langage peut être augmentée avec logorrhée, discours abondant, volubile, rapide ou tachyphémie, voire verbigération. Ensuite, la dynamique du langage, elle peut être diminuée avec pauvreté du discours ou alogie, discours non spontané, lent ou bradyphémie, réponse laconique, latence des réponses, voire mutisme. La dynamique de la pensée peut elle-même être augmentée avec tachypsychie, fuite des idées, relâchement des associations ou coq à l'âne et association par assonance. La dynamique de la pensée peut être diminuée, bradypsychie, monoïdéisme, voire anidéisme, c'est-à-dire absence de production de pensée. La forme du langage peut être altérée. Au niveau phonétique, prosodie diminuée avec possible voix monocorde, voire aprosodie augmentée ou dysprosodique. Au niveau lexico-sémantique, on peut trouver de l'écholalie, de la palilalie, des néologismes, c'est-à-dire invention de mots, et paralogisme, voire schizophasie, c'est-à-dire invention d'un nouveau langage. Au niveau syntaxique, avec agrammatisme. Donc, au niveau syntaxique, avec agrammatisme, la forme du discours peut être altérée dans sa continuité avec des incohérences, de la diffluence, entre parenthèses avec pensée tangentielle, circonlocutoire, digressive, allusive, vague, sans idée directrice, et parfois avec des discontinuités, entre parenthèses avec fading, c'est-à-dire arrêt progressif du discours du patient, traduisant un évanouissement du cours de la pensée, pouvant aller jusqu'à un barrage. Le contenu du discours peut retrouver des idées délirantes, des soucis et inquiétudes, des obsessions, des réviviscences, des flashbacks, des idées phobiques, des idées liées à une anxiété anticipatoire, des idées liées à l'humeur, donc négatives, de dévalorisation, d'incurabilité, etc., ou au contraire positives, de grandeur, d'optimisme démesuré, etc. Donc le contenu du discours peut aussi retrouver des idées de mort et des idées de suicide. 1.1.2.3 La perception. Les modifications de la perception sont notamment 2 points. Les hallucinations, entre parenthèses perception sans objet, qui peuvent être 2 points intrapsychiques avec perte de l'intimité psychique, sensorielle, entre parenthèses auditive, visuelle, olfactive, gustative, tactile, synesthésique. Ensuite, la perception. Donc, après les modifications de la perception par hallucination, on a les modifications de la perception par les illusions. Donc, perception déformée, qui peuvent se référer aux différentes modalités sensorielles, comme les hallucinations, qui peuvent être auditives, visuelles, olfactives, gustatives, tactiles, synesthésiques. Ensuite, les augmentations de la perception sensorielle, avec hypersensibilité ou hyperesthésie sensorielle, ou la diminution de la perception sensorielle, hyposensibilité ou hypoesthésie sensorielle, pouvant intéresser une ou plusieurs modalités sensorielles. 2 points, auditive, visuelle, olfactive, gustative, tactile, synesthésique. Et enfin, toujours dans la perception, modification de perception. Donc, après les illusions, après les augmentations, après les hallucinations, les illusions, les augmentations de la perception sensorielle, on a la déréalisation, qui est une perception du monde modifiée, avec sentiment d'étrangeté ou d'irréalité, et impression d'être comme observateur de la réalité. Et la dépersonnalisation, qui est une perception de soi-même comme différent et étrange, et impression d'être comme observateur de son propre fonctionnement mental. 1.1.2.4 L'attention et la mémoire. L'attention peut être 2 points. Diminuée,
avec hypoproxésie, entre parenthèses difficulté de concentration, et distractibilité, entre parenthèses par un distracteur interne, une pensée ou externe, donc par un distracteur interne, une pensée, ou externe, un stimulus. Donc l'attention et la mémoire, donc l'attention peut être donc diminuée, on a vu, donc augmentée avec hyperproxésie, polarisation attentionnelle exagérée sur un stimulus, et hypervigilance, entre parenthèses, alerte attentionnelle. La mémoire épisodique peut être altérée, amnésie, paramnésie, entre parenthèses, remémoration décontextualisée ou déformée. Et la mémoire de travail peut être altérée avec oubli, erreur, perte. 1.1.2.5 L'affectivité. L'affectivité comprend les émotions et l'humeur. Les émotions sont les réponses affectives immédiates à un stimulus. Les émotions peuvent être plus intenses, hyperesthésie affective, hyperréactivité ou instabilité émotionnelle. Et l'affectivité comprend les émotions et l'humeur. Donc l'affectivité, elle peut être plus intense ou elle peut être diminuée. Et quand elle est diminuée, il y a hypoesthésie, voire anesthésie affective, émoussement affectif, affect abrasé ou restreint. Alors toujours dans l'affectivité, donc l'affectivité peut être d'une qualité particulière. Donc on a vu qu'elle pouvait être plus intense, qu'elle pouvait être diminuée. Et maintenant, elle peut être d'une qualité particulière, comme par exemple l'anxiété ou la tension interne. Elle peut également être discordante avec le contenu psycho-affectif. Donc discordance idéo-affective avec possible réaction émotionnelle inappropriée, paradoxale, imprévisible. Ensuite, on a l'anédonie, qui désigne plus spécifiquement la perte de la capacité à éprouver du plaisir. Alors, ensuite, on a l'humeur. Donc, on a vu que les émotions sont les réponses affectives immédiates à un stimulus. Et maintenant, on a l'humeur, qui est la tonalité affective globale et durable, qui colore la perception du monde. L'humeur peut être augmentée, hyperthymie, humeur euphorique, expansive, exaltée, souvent associée à une hypersyntonie, c'est-à-dire une hypersensibilité au contexte et à l'ambiance. L'humeur peut être également diminuée, hypothymie, humeur dépressive, douloureuse, voire absente, et dans ce cas, on parle d'athymie. Donc l'humeur peut aussi être changeante ou versatile, c'est la labilité de l'humeur. Et l'athymormie désigne tout à la fois la suppression de l'humeur, athymie, et la perte de l'élan vital, entre parenthèses, aboulie, difficulté à initier une action pourtant planifiée par manque d'affect. Donc difficulté à initier une action pourtant planifiée par manque d'affect, c'est l'aboulie. L'aboulie est à différencier de l'apragmatisme, qui est la difficulté à initier une action par défaut de planification. Donc, dans l'aboulie, on planifie, mais on n'arrive pas à initier l'action. Alors que dans l'apragmatisme, on ne peut pas initier une action parce qu'on n'a rien planifié. 1.1.2.6 Les fonctions physiologiques. Le sommeil peut être modifié avec insomnie, hypersomnolence, cauchemar, sensation de suffocation nocturne, somnambulisme. L'alimentation peut être soit anorexique, de type anorexique, soit de type hyperphagique. La sexualité, il peut y avoir baisse ou augmentation du désir sexuel et baisse ou augmentation de l'excitation sexuelle.
Et au niveau neurovégétatif, on peut retrouver des signes sympathiques d'anxiété et d'hyperréactivité neurovégétative. Donc ça, c'était pour les fonctions physiologiques, le sommeil, l'alimentation, la sexualité. 1.1.2.7, le comportement. Il peut exister des évitements et des compulsions, c'est-à-dire des comportements permettant de diminuer l'anxiété. Il peut aussi exister des comportements suicidaires avec recherche de moyens létaux. Le fonctionnement interpersonnel peut être inhibé avec clinophilie, c'est-à-dire retrait social, voire asocialité. Le fonctionnement interpersonnel peut être désinhibé avec ludisme, familiarité, causticité, hostilité, voire un contrôle des impulsions altéré, entre parenthèses, avec impulsivité, agressivité, accès de colère et possible atteinte aux mœurs. Également conduite à risque et conduite auto- ou hétéro-agressive. Et enfin, le fonctionnement interpersonnel peut être inadapté avec bizarrerie comportementale, comportement insolite, étrange. 1.1.2.8 Jugement et conscience du trouble. Le jugement peut être distordu avec une logique inappropriée, jusqu'au rationalisme morbide et une indécision. Donc le jugement peut être distordu avec une logique inappropriée et une indécision. L'insight, c'est-à-dire la conscience de la maladie, la capacité d'attribuer les expériences mentales inhabituelles à la pathologie, et l'adhésion au traitement peut également être altérée. 1.2 De la nécessité de tenir compte du contexte. Le recueil sémiologique est couplé au recueil d'informations sur le contexte, en particulier 2 points. L'âge et l'âge de début des symptômes, le sexe, les antécédents psychiatriques et médicaux, personnels et familiaux, les facteurs de stress et les événements de vie, et l'environnement familial, social et professionnel. Ces informations permettent de contextualiser les événements sémiologiques et de guider les hypothèses diagnostiques. Certaines variables socio-démographiques ou cliniques sont des facteurs de risque ou protecteurs, sont soit des facteurs de risque ou des facteurs protecteurs, et constituent ainsi des facteurs pronostiques permettant d'orienter les options thérapeutiques. Point. Voir item 58. 1.3. Le trouble mental. 1.3.1. L'intérêt de l'approche catégorielle. Un trouble mental ou trouble psychiatrique se définit difficilement par une physiopathologie sous-jacente univoque. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'en psychiatrie, le terme de trouble entre guillemets est préféré au terme de maladie entre guillemets. Pour autant, l'association de signes et de symptômes et leur classification en entités morbides, c'est-à-dire classification catégorielle, est importante. Pour 2 points. Donc pour autant, l'association de signes et de symptômes et leur classification est importante pour 2 points. Étudier l'épidémiologie avec les facteurs de risque qui peuvent être des facteurs de risque génétiques et ou environnementaux. Ensuite, ils sont importants pour prévoir une évolution de la maladie ou pronostic, avec la mortalité, entre parenthèses par suicide ou par cause médicale non psychiatrique, et la morbidité, entre parenthèses la sévérité symptomatique et le nombre d'hospitalisations, l'intégration sociale et la qualité de vie. Alors toujours pour l'importance de l'association de signes et de symptômes et leur classification, c'est important pour formuler des hypothèses éthiopathogéniques. Donc le modèle catégoriel favorise la prise de décision puisqu'il permet de justifier une thérapeutique qui permet d'influer le pronostic naturel. Il facilite également l'information du patient et de son entourage. Un trouble mental a donc été défini de manière statistique par un ensemble de critères permettant, lorsqu'ils sont présents, d'identifier des entités qui, en l'absence de prise en charge psychiatrique spécifique, présentent un mauvais pronostic. L'évolution des connaissances épidémiologiques, pronostiques et thérapeutiques
rend parfois nécessaire l'évolution des classifications nosographiques en médecine. L'évolution du DSM, Diagnostic and Statistical Manual, nord-américain, vers sa version 5, ou la future évolution de la CIM, Classification internationale des maladies de l'OMS, vers sa version 11, s'inscrivent dans cette démarche pragmatique et scientifique. Ces évolutions restent cependant d'un intérêt secondaire pour le non-spécialiste. 1.3.2 Les critères pour définir un trouble mental. Donc les critères pour définir un trouble mental. Pour définir un trouble mental, il faut 2 points. Des critères sémiologiques spécifiques avec des symptômes et des signes qui seront le plus souvent organisés en syndrome. Ensuite, des critères d'évolution temporelle, par exemple une rupture par rapport à un état antérieur ou des critères de durée d'évolution des symptômes. Ensuite, des critères fonctionnels avec 2 points. Une répercussion psychologique, entre parenthèses souffrance psychique et ou altération de la qualité de vie. Et ou une répercussion sociale, entre parenthèses avec la notion de handicap. Enfin, le diagnostic d'un trouble mental ne se pose définitivement qu'après avoir éliminé un diagnostic différentiel. 2 points. Donc ce diagnostic différentiel peut se porter sur une autre pathologie psychiatrique, c'est-à-dire un autre trouble mental expliquant mieux la sémiologie recueillie, ou un trouble lié à une substance, entre parenthèses intoxication aiguë ou chronique ou sevrage. 2 points, à une substance psychoactive, à un autre médicament ou un toxique environnemental, comme le gaz carbonique, etc. Et donc ce diagnostic différentiel avec une autre pathologie psychiatrique, mais aussi avec une pathologie non psychiatrique. Le diagnostic en psychiatrie est clinique. Il n'existe actuellement pas d'examen complémentaire dont la sensibilité ou la spécificité serait suffisante pour confirmer un diagnostic de trouble mental. Par contre, l'élimination d'un diagnostic différentiel lié à une substance ou médicale non psychiatrique, donc par contre l'élimination d'un diagnostic différentiel lié à une substance ou médicale non psychiatrique peut nécessiter des examens complémentaires. Alors là, il y a un petit sigle, enfin un gros sigle, plus. Donc plus en pratique. Donc en pratique, commentaire sur la notion de trouble psychiatrique. Un syndrome psychiatrique, entre parenthèses, syndrome anxieux, dissociatif, positif, négatif, désorganisation, dépressif, maniaque, suicidaire, notamment, est différent d'un trouble mental qui implique pour être posé les critères supplémentaires présentés précédemment. Par exemple, un syndrome dépressif peut permettre de poser le diagnostic de trouble dépressif caractérisé, entre parenthèses, trouble psychiatrique, à condition que les critères supplémentaires d'évolution temporelle, de répercussions psychologiques, sociales et d'absence de diagnostic différentiel soient remplis. Mais si le syndrome dépressif est mieux expliqué par une pathologie non psychiatrique, alors le diagnostic de trouble dépressif caractérisé ne peut être posé. Dans ce cas, le terme de syndrome dépressif secondaire à une étiologie médicale non psychiatrique est à utiliser. Habituellement en médecine, le système nosologique de la classification internationale des maladies, CIM-10, et le système de classification internationale du fonctionnement, CIF-10, sont séparés puisque le diagnostic d'une maladie ne dépend pas de ses répercussions fonctionnelles, mais de sa physiopathologie sous-jacente. Cependant, en psychiatrie, la définition d'un trouble mental implique de tenir compte des répercussions fonctionnelles des symptômes. Du point de vue sémantique, il faut retenir qu'un trouble mental ou psychiatrique est responsable d'un handicap psychique et non pas d'un handicap mental, terme utilisé plus spécifiquement dans le domaine de la déficience intellectuelle. Point 2. Nosographie psychiatrique. Définition. 2.1 Définition.
La sémiologie est la science du recueil des signes et symptômes d'une maladie. Elle implique de connaître un vocabulaire spécifique. La nosologie est la science de la classification des maladies sur laquelle repose la nosographie. 2.2 Système nosographique psychiatrique. Bien que d'autres classifications existent, deux systèmes nosographiques psychiatriques sont traditionnellement utilisés au niveau international. 2 points. La CIM-10, Classification internationale des maladies, 10e édition, rédigée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui classe toutes les maladies, dont les troubles psychiatriques. Ensuite, le DSM-5, 5e révision du Diagnostic and Statistical Manual, rédigé par l'APA, APA, Association américaine de psychiatrie, qui classe uniquement les troubles psychiatriques. La CIM-10 est le système nosographique de référence utilisé dans les hôpitaux pour la cotation des actes. Le DSM-5 et son prédécesseur, le DSM-4-TR, est le système nosographique de référence en recherche psychiatrique. De grandes similitudes existent entre ces deux systèmes nosographiques. Les subtilités et différences de ces systèmes concernent uniquement le spécialiste. Les critères précis des systèmes classificatoires ne doivent pas être appris sans avoir compris leur pertinence sémiologique, en particulier à quel terme sémiologique précis et à quel ensemble syndromique ils renvoient. À ce titre, ces deux ouvrages, CIM-10 et DSM-5, ne peuvent pas être considérés à proprement parler comme des manuels de psychiatrie. Il s'agit cependant de comprendre que certaines constellations spécifiques de signes et symptômes permettent, dans certaines circonstances, entre parenthèses critères définis précédemment, fermez la parenthèse, de poser rigoureusement des diagnostics de troubles mentaux. Donc il s'agit cependant de comprendre que certaines constellations spécifiques de signes et symptômes permettent, dans certaines circonstances, de poser rigoureusement des diagnostics de troubles mentaux. 2.3 Les catégories nosographiques. 2.3.1 Les catégories principales. La distinction entre névrose et psychose n'est plus à utiliser. Chez l'adulte, entre parenthèses et l'enfant, les grandes catégories suivantes sont à connaître. 2 points. Les troubles du neurodéveloppement, caractérisés par un ensemble de troubles qui débutent durant la période du développement psychomoteur. Et donc, durant cette période du développement psychomoteur, on trouve, donc ça regroupe 2 points, le trouble du spectre de l'autisme, le trouble déficit d'attention hyperactivité et les troubles apparentés, les troubles de la communication, des coordinations motrices et les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles du développement intellectuel caractérisés par un déficit, donc les troubles du développement intellectuel caractérisés par un déficit des fonctions intellectuelles et adaptatives. Donc après les troubles du neurodéveloppement, on a les troubles psychotiques, caractérisés par une altération du contact à la réalité. Ensuite, on a les troubles de l'humeur, qui sont caractérisés par une perturbation de l'humeur, accompagnée des modifications cognitives et physiologiques reliées. Ensuite, on a les troubles anxieux, caractérisés par une anxiété excessive et des perturbations comportementales qui leur sont apparentées. Donc les troubles anxieux se distinguent les uns des autres par le type d'objet ou de situation qui induisent l'anxiété ou le comportement d'évitement et le raisonnement cognitif associé. Ensuite, on a les troubles somatoformes qui sont caractérisés par la prééminence de symptômes somatiques, entre parenthèses physiques. Donc les troubles somatoformes caractérisés par la prééminence de symptômes somatiques associés à une détresse ou un handicap significatif qui ne peuvent s'expliquer complètement par une pathologie non psychiatrique. Ensuite, on a les troubles dissociatifs qui sont caractérisés par une perturbation et ou une discontinuité dans l'intégration normale de la conscience, de la mémoire, de l'identité, des émotions, de la perception, de la représentation du corps, du contrôle moteur et du comportement. Les troubles dissociatifs ne sont pas des troubles psychotiques.
Il n'existe pas d'item dédié dans le programme de l'ECN. Il s'agit de troubles fréquemment retrouvés suite à une situation de stress aigu dont les symptômes principaux sont la dépersonnalisation et la déréalisation. Les amnésies dissociatives, avec ou sans fugue, font partie des troubles dissociatifs. Les addictions à une substance, entre parenthèses, appelées troubles liés à l'usage d'une substance, usage nocif et usage avec dépendance, fermez la parenthèse, et addiction comportementale caractérisée par l'impossibilité répétée de contrôler un comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Il s'agit de pathologies liées à la perte de contrôle de l'usage d'un objet de gratification, entre parenthèses, qui donne du plaisir, comme une substance psychoactive ou un comportement. Donc tout ça, c'était pour les catégories nosographiques, donc les catégories principales, les troubles du neurodéveloppement, les troubles psychotiques, les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les troubles somatoformes, les troubles dissociatifs et les addictions qu'on appelle troubles liés à l'usage d'une substance, usage nocif et usage avec dépendance, et les addictions comportementales. Donc là, il y a de nouveau un gros plus en pratique. Donc le Mini International Neuropsychiatric Interview. Donc chez l'adulte, le MINI, M-I-N-I, Mini International Neuropsychiatric Interview, est un entretien diagnostique structuré permettant d'évaluer la présence ou l'absence de ces troubles psychiatriques, entre parenthèses, à l'exception des troubles somatoformes et dissociatifs. Le MINI est structuré en items de dépistage et en items de diagnostic. Si la réponse aux items de dépistage est positive, alors les items de diagnostic doivent être évalués. Si la réponse aux items de dépistage est négative, alors l'entretien peut se poursuivre sur les items de dépistage du trouble suivant. 2.3.2 La spécification. 4 étapes de délimitation sont à suivre pour aboutir à un diagnostic de trouble mental spécifique et complet. La première délimitation consiste à identifier dans quelle grande catégorie nosographique présentée précédemment, entre parenthèses troubles du neurodéveloppement, troubles psychotiques, troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles somatoformes, troubles dissociatifs et addiction, la sémiologie recueillie pourrait se situer. La deuxième délimitation consiste à identifier le type de trouble psychiatrique dans le cadre de la grande catégorie. Par exemple, un recueil sémiologique peut faire évoquer la catégorie trouble psychotique. Suite à cette première étape, il s'agit de réaliser une deuxième délimitation pour définir un trouble mental spécifique, par exemple trouble schizophrénique ou trouble délirant chronique. La troisième délimitation consiste parfois à caractériser ou spécifier le trouble psychiatrique défini. Par exemple, un trouble schizophrénique peut être de type paranoïde. Il s'agit en quelque sorte de définir des formes cliniques. 2.3.3 Les comorbidités. Enfin, la quatrième délimitation est en réalité une ouverture. Le diagnostic d'un trouble mental, par exemple la schizophrénie, ne doit pas faire oublier d'évaluer la comorbidité. Psychiatrique. Entre parenthèses, par exemple, un trouble anxieux associé à un trouble schizophrénique. Addictive. Par exemple, une dépendance au tabac associée. Médicale non psychiatrique. Par exemple, un diabète sucré de type 2 associé. En psychiatrie, le diagnostic multiple est la règle plus que l'exception. Le diagnostic principal est celui qui est à l'origine de la consultation ou de l'admission à l'hôpital. Point 3. Les notions d'épidémiologie. L'emploi de critères diagnostiques précis a rendu possible des études épidémiologiques fiables et valides en psychiatrie. Il permet 3 types d'études épidémiologiques. Alors, étude descriptive qui permet d'évaluer la fréquence des troubles psychiques. Étude analytique qui permet d'identifier les facteurs de risque. Et enfin, étude d'évaluation qui permet d'évaluer les stratégies de soins et de prévention
les plus efficientes et les moins coûteuses. Concernant l'épidémiologie descriptive, la prévalence vie entière pour l'ensemble des troubles mentaux est d'environ 30%. Les troubles les plus fréquents sont les troubles anxieux. Entre parenthèses, troubles phobiques, 15%, troubles anxiété généralisée, environ 8%. Les troubles de l'humeur, entre parenthèses, troubles dépressifs caractérisés, environ 10%. Et les troubles liés à l'usage de substances, entre parenthèses, dépendance à l'alcool, environ 10%. La prévalence de la schizophrénie et des troubles bipolaires est d'environ 1,5%. La prévalence des troubles mentaux en consultation de médecine générale est d'environ 25%. Il s'agit principalement des troubles anxieux, des troubles dépressifs caractérisés et des troubles somatoformes. Les patients suivis dans les services de psychiatrie souffrent principalement de troubles psychotiques et de troubles de l'humeur sévères. L'espérance de vie des patients souffrant de troubles mentaux est inférieure à celle de la population générale. Les raisons sont 2 points. Le risque suicidaire qui renvoie à la notion de gravité en psychiatrie. Pour rappel, la gravité d'une maladie est reliée au risque vital à court terme et au degré d'urgence de la situation. Le patient ayant une maladie grave risque de mourir si aucune mesure thérapeutique immédiate n'est mise en place, entre parenthèses par exemple un asthme aigu grave. Les retards au diagnostic et au traitement, augmentant la sévérité des maladies en psychiatrie. Pour rappel, la sévérité d'une maladie est reliée au pronostic. En termes de mortalité, entre parenthèses, rapidité d'évolution, risque de rechute et ou de récidive grave, fermez la parenthèse. Et de morbidité, ouvrir la parenthèse, retentissement fonctionnel de la maladie, fermez la parenthèse. L'individu atteint d'une maladie sévère risque d'avoir une qualité de vie altérée si aucune mesure thérapeutique n'est mise en place, par exemple un asthme sévère. Le degré de sévérité d'une maladie est un argument pour évaluer le rapport bénéfice-risque d'un traitement et justifier le choix de thérapeutique au long cours des maladies chroniques. Ensuite, les comorbidités addictives, très fréquemment associées à tous les troubles mentaux. Et enfin, les comorbidités médicales non psychiatriques, d'autant que les patients souffrant de troubles mentaux ont un accès réduit aux soins médicaux. Donc l'espérance de vie des patients souffrant de troubles mentaux est inférieure à celle de la population générale et les raisons sont le risque suicidaire, les retards au diagnostic et au traitement, les comorbidités addictives et les comorbidités médicales non psychiatriques. Alors en résumé, une maladie est une entité clinique qui est parfaitement définie par son étiologie et sa physiopathologie ainsi que par sa présentation symptomatique et clinique, ou par une combinaison bien identifiée de signes cliniques. En psychiatrie, les maladies sont appelées des troubles mentaux, entre parenthèses, synonyme de troubles psychiatriques. Le terme trouble, plutôt que maladie, est utilisé car il n'existe pas une définition parfaite de l'étiologie ou de la physiopathologie du trouble. Un trouble mental peut cependant être défini par des critères cliniques. Ces critères cliniques associent des critères sémiologiques, c'est-à-dire des signes, des symptômes et des syndromes. Donc ces critères cliniques associent des critères sémiologiques, des critères temporels, qui peuvent être des critères de début ou de durée d'évolution de la symptomatologie. Ensuite, des critères de répercussion fonctionnelle, psychologique et ou sociale, et des critères d'absence de diagnostic différentiel. Fin de la lecture de l'item 59. Connaître les bases des classifications des troubles mentaux. Alors, on va retrouver la page. Donc, connaître les bases des classifications des troubles mentaux de l'enfant à la personne âgée. Item 59 du référentiel de psychiatrie et addictologie.